je voudrais moi aussi poser des questions, et en poser à vous, et en poser à moi-même. Ce serait du genre, qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma? Et moi, qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela? Alors bien sûr, ça va mal chez vous, mais ça va très mal aussi chez moi. Et c'est pas seulement ça qu'on aurait à se dire. Ou bien je pourrais poser la question autrement. Qu'est-ce que c'est avoir une idée au cinéma? Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée? Lorsqu'on dit, tiens, j'ai une idée. Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. C'est pas courant. Et d'autre part, avoir une idée, c'est pas quelque chose de général. On n'a pas une idée en général. Une idée, elle est déjà vouée. Tout comme celui qui a l'idée est déjà voué à tel ou tel domaine. Je veux dire que une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. Et inséparables du mode d'expression, si bien que je ne peux pas dire j'ai une idée en général. En fonction des techniques que je connais, je peux avoir une idée dans tel domaine, une idée en cinéma, ou bien un autre, une idée en philosophie. Qu'est-ce qu'avoir une idée en quelque chose? Donc, je repars du fait, je fais de la philosophie, vous faites du cinéma. Alors ce serait trop facile de dire, bah oui, la philosophie, tout le monde sait qu'elle est prête à réfléchir sur n'importe quoi. Donc pourquoi elle ne réfléchirait pas sur le cinéma? Or, c'est une idée indigne. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi. Et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je veux dire, en traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sûre, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Je veux dire, les seuls gens capables effectivement de réfléchir sur le cinéma, ce sont les cinéastes, ou les critiques de cinéma, ou ceux qui aiment le cinéma. Ils n'ont absolument pas besoin de la philosophie pour réfléchir sur le cinéma. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts,
il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe. Il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. Je dis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire j'essaie d'inventer des concepts. J'essaie pas de réfléchir sur autre chose. Si je dis, vous qui faites du cinéma, qu'est-ce que vous faites? Je prends une définition aussi puérile, donc accordez-la moi, il y en a sûrement d'autres et de meilleurs. Je dirais, vous, ce que vous inventez, c'est pas des concepts, c'est pas votre affaire. Ce que vous inventez, c'est ce qu'on pourrait appeler des blocs de mouvement duré. Si on fabrique un bloc de mouvement duré, peut-être que c'est qu'on fait du cinéma. Remarquez, il n'y a pas question d'invoquer une histoire ou de la récuser. Tout a une histoire. La philosophie aussi raconte des histoires. Elle raconte des histoires avec des concepts. Le cinéma, je pense, supposons qu'il raconte des histoires avec des blocs de mouvement duré. Je peux dire que la peinture invente. Elle, c'est un tout autre type de bloc. C'est ni des blocs de concept, ni des blocs de mouvement duré, mais supposons que ce soit des blocs de lignes couleurs. La musique invente un autre type de bloc, très très particulier. Bon. Mais je dis dans tout ça, la science, elle est non moins, vous savez, la science, elle est non moins créatrice. Hein. Je vois pas tellement d'opposition entre les sciences, les arts, tout ça. Si je demande à un savant qu'est-ce qu'il fait, lui aussi il invente. Il ne découvre pas, un savant. Ou du moins la découverte, ça existe, mais ça fait partie, mais c'est pas par là qu'on définit une activité scientifique en tant que telle. Un savant, il invente et il crée autant qu'un artiste. Si n'importe qui peut parler à n'importe qui, si un cinéaste peut parler à un homme de science, si un homme de science peut avoir quelque chose à dire à un philosophe et inversement, c'est dans la mesure où, et en fonction de leur activité créatrice à chacun. Non pas qu'il y ait lieu de parler de la création c'est plutôt quelque chose de très solitaire non pas qu'il y ait lieu de parler de la création, mais c'est au nom de ma création que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Et si j'alignais alors toutes ces disciplines qui se définissent par leur activité créatrice, si je les alignais, je dirais bien qu'il y a une limite qui leur est commune. Et la limite qui est commune à toutes ces séries d'inventions, inventions de fonctions, inventions de blocs, durée, mouvement, inventions de concepts, etc. La série qui est commune à tout ça, hein, où la limite de tout ça, c'est quoi? C'est l'espace-temps. Si bien que si toutes les disciplines communiquent, si toutes les disciplines communiquent ensemble, c'est au niveau de ce qui se dégage jamais pour soi-même, mais qui est comme engagé dans toute discipline créatrice, à savoir la constitution des espaces-temps. Bresson, bon, c'est très connu, il y a rarement des espaces entiers chez Bresson. C'est des espaces qu'on peut appeler déconnectés. C'est-à-dire, il y a un coin, par exemple, le coin d'une cellule. Et puis, on verra un autre coin, ou bien un endroit de la paroi, etc. Tout se passe comme si l'espace bressonien, à certains égards, se présentait comme une série de petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée.
série de petits morceaux dont dès lors la connexion n'est pas prédéterminée. Il y a de très grands cinéastes qui emploient au contraire des espaces d'ensemble. Je ne dis pas que ce soit plus facile de manier un espace d'ensemble. Les espaces, il y en a tellement au cinéma. Mais je suppose que ça, c'est un type d'espace, sans doute. Il a été repris ensuite. Il a été même... il a servi d'une manière très créatrice à d'autres qui l'ont renouvelé par rapport à Bresson. Mais je suppose que Bresson a été un des premiers à faire de l'espace avec des petits morceaux déconnectés, c'est-à-dire des petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée. Quand je disais de toute manière à la limite de toutes les tentatives de création, il y a des espaces dont il n'y a que ça. Enfin oui, c'est là que les blocs de durée mouvement de Bresson vont tendre vers ce type d'espace, entre autres. La réponse est donnée. Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance, par quoi voulez-vous qu'ils soient connectés sinon par la main? Et c'est pas de la théorie, ça, c'est pas de la philosophie, ça se déduit pas comme ça, mais je dis le type d'espace de Bresson et la valorisation cinématographique de la main dans l'image sont évidemment liés. Je veux dire le raccordement des petits bouts d'espace bressonien, du fait même que ce sont des bouts, des morceaux déconnectés d'espace, ne peut être qu'un raccordement manuel. D'où l'exhaustion de la main dans tout le cinéma de Bresson. C'est bien, on pourrait continuer longtemps, parce que par là, le bloc d'étendu mouvement de Bresson recevrait donc comme caractère propre à ce créateur, le caractère de cet espace, un caractère très particulier, le rôle de la main qui en sort tout droit. Il n'y a plus que la main qui puisse effectivement opérer des connexions d'une partie à l'autre de l'espace. Et Bresson est sans doute le plus grand cinéaste à avoir introduit dans le cinéma les valeurs tactiles, pas simplement parce qu'il sait prendre en image admirablement les mains, mais s'il sait prendre admirablement les mains en image, c'est parce qu'il a besoin des mains. Un créateur, c'est pas un être qui travaille pour le plaisir. Un créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin. Avoir une idée en cinéma, encore une fois, c'est pas la même chose qu'avoir une idée ailleurs. Et pourtant, il y a des idées en cinéma qui pourraient valoir aussi dans d'autres disciplines. Il y a des idées en cinéma qui pourraient être d'excellentes idées en roman, mais elles n'auraient pas la même allure du tout. Et puis il y a des idées en cinéma qui ne peuvent être que cinématographiques. Ça n'empêche pas, même quand il s'agit d'idées en cinéma, qui pourraient avoir une valeur en roman, elles sont déjà engagées dans un processus cinématographique qui fait qu'elles sont vouées d'avance. Et ce que je dis compte beaucoup parce que c'est une manière de poser une question qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste a vraiment envie d'adapter, par exemple, un roman? S'il a envie d'adapter un roman, il me semble évident que c'est parce qu'il a des idées en cinéma qui résonnent avec ce que le roman présente comme des idées en roman. Et que là, se font souvent de très grandes rencontres. C'est très différent, je ne pose pas le problème du cinéaste qui adapte un roman notoirement médiocre. Il peut avoir besoin du roman médiocre.
Il en a besoin, ça n'exclut pas que le film soit génial. Je pose donc une question un peu différente, ce serait une question intéressante de traiter cela, mais moi je pose une question un peu différente, c'est lorsque le roman est un grand roman, et que se révèle cette espèce d'affinité, où quelqu'un a en cinéma une idée qui correspond à ce qui était l'idée en roman. Un des plus beaux cas, c'est le cas de Kurosawa. Pourquoi est-ce que Kurosawa se trouve dans une espèce de familiarité avec Shakespeare et avec Dostoïevski? Pourquoi faut-il un japonais pour être aussi en familiarité avec Shakespeare et Dostoïevski? Je vais vous dire, parce qu'il me semble, c'est une réponse parmi mille autres possibles, et elle touche aussi un peu la philosophie, je crois, que chez les personnages de Dostoïevski, ça peut être un petit détail. Dans les personnages de Dostoïevski, il se passe une chose assez curieuse, très souvent. Généralement, ils sont très agités. Un personnage s'en va, descend dans la rue, tout ça, comme ça, et dit une telle, la femme que j'aime, Tania m'appelle au secours, j'y vais, je cours. Je cours, oui, Tania va mourir si je n'y vais pas. Et il descend son escalier, et il rencontre un ami, ou bien il voit un chien écrasé. Et il oublie complètement. Il oublie complètement que Tania l'attend en train de mourir. Il se met à parler comme ça, et il croise un autre camarade, il va prendre le thé chez le camarade, et puis tout d'un coup il dit Tania m'attend, il faut que j'y aille. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences. Et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu'il y a une question encore plus urgente. Et ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête. Tout se passe comme si, dans la pire urgence, il y a le feu. Le feu, il faut que je m'en aille. Je me disais, non, il y a quelque chose de plus urgent. Quelque chose de plus urgent, et je ne bougerai pas tant que je ne le saurai pas. C'est l'idiot. Ça, c'est l'idiot. C'est la formule de l'idiot. Ah, mais vous savez, non. Il y a un problème plus profond. Quel problème? Je ne le vois pas bien, mais laissez-moi. Tout peut brûler. Non, il faut trouver ce problème plus urgent. C'est pas Dostoïevski que Kurosawa l'apprend. Tous les personnages de Kurosawa sont comme ça. Je dirais, voilà une belle rencontre. Si Kurosawa peut adapter Dostoïevski, c'est au moins parce qu'il peut dire j'ai une affaire commune avec lui. J'ai un problème commun. Ce problème-là. Les personnages de Kurosawa, ils sont exactement dans la même situation. Ils sont pris dans des situations impossibles. Ah oui. Ah mais attention. Il y a un problème plus urgent. Et il faut que je sache quel est ce problème. Peut-être que Vivre est un des films de Kurosawa qui va le plus loin dans ce sens, mais tous les films de Kurosawa vont dans ce sens. Les 7 samouraïs, ça me frappe beaucoup, parce que tout l'espace de Kurosawa en dépend. C'est forcé que ce soit une espèce d'espace ovale, et qui est battu par la pluie, là, enfin, peu importe, ça nous prendrait trop de temps, que là aussi on tomberait sur la limite de tout qui est aussi un espace-temps.